recommencer du coup. Bonne journée à tous. Ça commence mal. Donc, merci à tous d'être venus, aussi nombreux, surtout à cette heure-là. Je suis vraiment très content. Du coup, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est les Core Web Vitals et je vais vous donner des tips, enfin mes tips en tout cas, pour les améliorer au sein de votre application. Là, on va voir également ce que c'est, tout ça. Donc, je vais juste me présenter. Moi, je m'appelle Nicolas Frisin, je suis développeur advocate et senior staff engineer au sein de Sphère. Je suis également Google Developer Expert dans les technologies du web et en Angular et je fais partie de la fondation OpenJS. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas venu tout seul aujourd'hui, je suis venu avec une petite peluche que je vous ferai gagner. Donc il suffit bien d'écouter la conf et à la fin je vous pose une question et si vous répondez, elle est à vous la peluche. Voilà. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, déjà on va voir pourquoi les utilisateurs qu'on a au quotidien, ils ne sont pas toujours très contents du travail qu'on a fourni ou de l'application qu'on a fourni. Nous on est fiers en tant que développeurs, on se dit on a fait quelque chose de très bien, les tests y passent, mais potentiellement les utilisateurs finaux, eux, sont pas très contents. Ensuite, on va voir exactement ce que c'est les Core Web Vitals, qu'est-ce que c'est concrètement. Et puis, on ira plus en profondeur dans le sujet et on verra ce que c'est la métrique LCP, Largest Contentful Paints, la métrique CLS, Cumul Layout Shift, la métrique FID, First Input Delay, qui est deprecated en 2024, mais on va quand même la voir. Et on verra la dernière métrique qui, elle, va remplacer le FID, qui est INP, Interaction to Next Paint. Alors, je pense que vous l'avez deviné, ce talk, au final, c'est un talk sur les performances web. Alors, je ne vais pas aller dans toutes les performances web qui existent. Je vais juste me focaliser sur les performances web qui ont un impact sur l'expérience utilisateur. Alors, je vais vous poser 2-3 petites questions et vous allez me dire, vous allez essayer de m'y répondre. Donc déjà, la première question, est-ce qu'il y a déjà des personnes où on leur a dit que vos utilisateurs ne sont pas contents d'utiliser votre application? Qui a eu ça? Ok. Est-ce que vous n'avez pas dit en justifiant je comprends pas, l'application elle build, les tests y passent, les tests d'intégration y passent, donc pour moi l'application semble fonctionner concrètement? Première question que je vais vous poser, c'est qui a déjà eu la remarque, quand je lance votre application, j'ai une page blanche au démarrage qui dure on ne sait pas combien de temps. Qui a eu ça? Ouais. Et généralement, qu'est-ce qu'on a trouvé comme petit trick? On met un beau loader. Alors bien évidemment, on ne prend pas loader de Fontosum, on fait un petit truc sympa pour sa société, mais on l'a tous fait. Qui a déjà eu la remarque comme quoi vous avez un écran qui clignote comme un petit sapin de Noël? Non? Ou genre on vous dit, je comprends pas, j'étais en train de lire le texte et d'un coup, j'ai perdu mon focus de lecture. Personne? A priori que moi qui ai eu cette erreur. Tant pis. Et autre, est-ce que vous avez eu comme remarque, quand je clique sur le bouton, il n'y a rien qui se passe? Ça, vous avez eu? Ah, il n'y a pas que moi alors. Ok. Et donc, généralement, qu'est-ce qui se passe? L'utilisateur, soit il dit que c'est buggé, ou il a quitté l'application parce qu'il n'a pas attendu. Alors, si on résume tout ça, en termes de performance, qu'est-ce qu'on reconnaît comme information? Que votre application elle est lente, donc la première page met énormément de temps à s'afficher. Autrement dit, dans le jargon du web, elle met énormément de temps à se rendered. Ensuite, on peut identifier comme quoi on a un écran qui clignote, le blinking screen. Autrement dit, dans le jargon du web, c'est qu'il y a quelque chose qui a été chargé de manière asynchrone et d'un coup, ça pop à votre écran. Et généralement, on l'a mis en haut. Et donc du coup, quand ça pop, tout le contenu est décalé vers le bas et donc la personne elle a perdu son focus de lecture. Voilà. Et dernièrement, ce qu'on a pu identifier, c'est que les actions, elles prennent beaucoup de temps. En fait. C'est-à-dire que quand la personne clique, soit il n'y a rien qui arrive, et en fait, c'est pas qu'il n'y a rien qui se passe. Il se passe quelque chose, mais ça met beaucoup trop de temps pour rendre le rendu à l'utilisateur. Voilà. Donc généralement, quand on a ce genre de problème, tout de suite, on se dit, pour garder fidélisation des clients, on se dit, on va modifier un peu de couleur, un peu de contraste, on joue sur les images, la fonte, la position des éléments, et on se dit, c'est bon, il va être content, il y a une toute nouvelle app, ça va passer. Mais là, en fait, ce que vous avez fait, vous avez juste modifié l'UI. D'accord? Vous n'avez pas, en aucun cas, vous avez amélioré l'expérience utilisateur. Si on souhaite améliorer l'expérience utilisateur, il va falloir s'assurer que la personne voit directement quelque chose à l'écran, qu'elle ne perde pas son focus de lecture, donc en gros, l'utilisation de son application soit vraiment le plus smooth possible, et qu'elle puisse interagir avec l'application le plus rapidement possible et qu'elle ait aussi le résultat de son interaction le plus rapidement possible. Alors, il y avait une époque, de tout ça, on s'en moquait. Mais vraiment. Pourquoi?
parce qu'on était les premiers sur les marchés. Actuellement, quand on crée une application, vous n'êtes pas les premiers. Il y a toujours un concurrent. D'accord? Si on prend un exemple tout bête, je pense que vous écoutez tous de la musique ici. Vous avez tous Spotify, YouTube Music, Deezer ou Apple Music. Quelle est la différence de ces applications? Pas grand-chose en soi. C'est vrai, ça va être l'UI. D'accord? Elles sont toutes très performantes. Mais si demain vous en avez marre d'utiliser une application comme celle-ci, vous cliquez juste sur un bouton qui est Unsubscribe l'abonnement et vous allez chez le concurrent. Donc si vous ne respectez pas ces critères de performance, vous allez faire perdre de l'argent à votre société. Parce que vous allez faire perdre des clients en fait. Potentiellement. Alors, si on reprend notre application qu'on a, enfin nos applications en tout cas, il semble que l'application, elle délivre vraiment une mauvaise expérience utilisateur. Le problème avec ça, c'est que améliorer l'expérience utilisateur, c'est super compliqué. Pourquoi? Parce qu'elle dépend principalement de l'utilisateur et de son feeling. C'est-à-dire que si vous tombez sur une personne qui est très patiente, elle va vous dire oh, l'application elle marche super, moi c'est mon kiff d'attendre 25 minutes avant d'avoir la première page, ça ne me pose pas de soucis. Par contre, si vous tombez sur des utilisateurs un peu comme moi qui sont pressés ou qui aimeraient bien cliquer avant même que la page elle soit affichée, lui ça c'est pas la même chose. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver un moyen de caractériser quelque chose qui n'est pas touchable, qui est un peu dans les sentiments des gens en fait. Donc pour ça, ce qu'on sait bien faire, nous, en tant que développeurs web, c'est principalement c'est des composants, appeler des API et améliorer les performances web. Donc on va déjà caractériser l'expérience utilisateur comme un problème de performance. Le problème, c'est qu'il faut aussi trouver un moyen pour nous aider à catcher les erreurs de performance le plus tôt possible dans le process de développement. D'accord? On ne va pas mettre en production et se dire bon, bah, on attend, et puis quand elle plante l'application, on aura le retour, et puis on fera step by step. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est essayer de les avoir au plus tôt dans la chaîne de développement. Et il faut aussi qu'on arrive à les débugger facilement. Et enfin, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de performances dans le web. Donc il faut trouver également un moyen de les résumer en catégories. Donc ce qu'il en est résulté de tout ça, c'est les Core Web Vitals. Donc en 2020, Google est arrivé en disant on a une initiative, on va essayer tout simplement de centraliser l'expérience utilisateur, on va essayer de la résumer dans 3 nouvelles métriques qui vont être intégrées dans tous nos outils de développement. D'accord? Et puis en 2021, les Core Web Vitals ont été intégrés dans tous les outils d'audit de Google et également dans tous leurs outils de développement. Aujourd'hui, il y a aussi un autre point à prendre en compte, c'est le SEO. Pour Google, les Core Web Vitals, c'est quelque chose de très important. Ils s'affirment là-dessus. Et donc, en fait, ils ont dit clairement que si les Core Web Vitals étaient mal gérés, en tout cas, ou pas respectés, votre indexation de votre application sera moindre que si vous aviez respecté ces Core Web Vitals. Ça va pour tout le monde jusque-là? Ouais. Donc, si on résume, les Core Web Vitals, c'est une initiative de Google qui est géniale, d'accord? Et en fait, qui tend à simplement essayer de transformer ou de montrer l'expérience utilisateur à travers des métriques. OK? Rien de plus. Donc si on reprend notre application, qu'on essaye d'assimiler les problèmes qu'on a avec les métriques des Core Web Vitals, le fait de rendre votre page qui prend beaucoup de temps, ça va impacter le score LCP, Largest Contentful Paint. Si par exemple vous avez une iframe qui est tout en haut de votre écran et qui pop, d'accord? Donc là vous allez avoir un blinking screen, comme on appelle ça. Là vous allez impacter la métrique Cumul Layout Shift. Et enfin, si vous cliquez sur vos boutons et qu'il n'y a rien qui se passe, ici vous allez largement impacter la métrique First Input Daily, mais également la métrique INP. OK? Alors, on sait ce que c'est les Core Web Vitals. Maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est comment les calculer. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on fait? Il y a 2 méthodes. Première méthode, c'est by the field. Deuxième méthode, c'est by the labs. Faisons un petit point sur les différences. By the field, c'est pour avoir des réelles données utilisateurs, ce qu'on appelle le Real User Monitoring. OK? Généralement, ça va vous donner des vraies données de tous les utilisateurs qui utilisent vos applications. Je m'explique. Potentiellement, vous allez avoir des utilisateurs qui sont dans des coins assez reculés du monde. Nous, on est bien en France parce qu'on a la 5G. Donc, sincèrement, il n'y a pas de souci de réseau. Mais par contre, si vous vous trouvez dans des coins plus reculés, potentiellement, ils n'ont pas de réseau. D'accord? Et la seule façon qu'ils ont Internet, c'est par le satellite. Alors, je ne sais pas qui d'entre vous a déjà pris l'avion et essayé de se connecter à Internet via l'avion par le satellite. Autant vous dire que c'est nul. Vous savez payer dans le vent parce que vous ne faites rien, en fait. Donc ça, c'est un premier point. Et donc, les données qu'on récolte, elles sont appelées les field data. OK?
deuxième façon de les calculer, c'est plutôt pour nous développeurs, c'est pour essayer de catcher ces erreurs le plus tôt possible dans la chaîne de développement, c'est Bylabs. Donc en fait, ce sont des outils de debugging, d'accord, qui vous permettent de simuler l'expérience utilisateur. Donc généralement, les outils de debugging, ils sont très simples. C'est les outils de Chrome. Vous faites un petit F12 et puis vous avez tout ce que vous avez besoin pour pouvoir débugger et mesurer. Donc les field tools qui existent, ici je vous ai tout mis, on peut calculer toutes les métriques qui existent pour les Core Web Vitals. Donc il y a Chrome User Experience Report, PageSpeed Insight, etc. Ce sont des outils de Chrome, de Google, pardon. Par contre, il y a aussi d'autres outils, d'accord? Par exemple, Datadog. Vous pouvez très bien utiliser Datadog, c'est pas un problème. Si vous voulez débugger vos Core Web Vitals dans la chaîne de développement, seuls deux outils, Lighthouse et les Chrome DevTools. Par contre, petit problème. Avec les Lab Tools, vous pouvez juste mesurer le Largest Contentful Paint et le Cumul Layout Shift. Pourquoi, à votre avis, on ne peut pas mesurer le First Input DD? Est-ce que quelqu'un a une idée? Pardon? Ouais? Ouais, il va falloir cliquer en fait. Et donc forcément, simuler le clic de l'utilisateur, ça c'est quelque chose de plutôt complexe. D'accord? Donc en fait, au chargement de votre page, la métrique qui va être assimilée au FID, c'est le blocking time. D'accord? C'est le temps avant que l'utilisateur puisse cliquer sur un de vos boutons. D'accord? Mais c'est uniquement valable au moment du rendu de votre première page. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Lab Tools et les Field Tools, en fait, ce ne sont pas des opposés. Ce sont comme des frères, d'accord? Ils ont besoin l'un de l'autre pour vivre. Pourquoi? Parce que l'expérience utilisateur est elle-même impactée par trois gros critères. Le premier critère qui impacte, c'est le device de la personne. Alors ça, c'est assez marrant parce que j'ai eu un bug justement la semaine dernière sur ça. Et moi, j'avais pas le bug, mais mon collègue, lui, l'avait. Donc on travaillait sur des grosses données qu'on devait afficher. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la liste, elle était lente à se rafraîchir sur son Mac, mais pas sur le mien. Et en fait, je lui ai dit, c'est assez simple à comprendre, c'est que toi, ton processeur, c'était un i9 qu'il avait, et moi, je suis sur un M2. Donc du coup, forcément, ça allait beaucoup plus vite. Donc ça va prendre en compte. Deuxième chose, les conditions réseau. Clairement, quand vous chargez une page avec de la 5G, ça prend nettement moins de temps que si vous la chargez avec de la 3G, qui en soi est bientôt déprecatée. Okay? Donc, en soi, ça aussi, ça va impacter. Et la dernière chose, c'est comment on interagit avec votre device. Donc, je pense que tout le monde a un téléphone portable ici. Donc, quand généralement on prend une application, donc on utilise, la première chose qu'on fait, c'est on la quitte comme ça. On pense la quitter comme ça. Mais pas du tout. L'application, en fait, elle tourne en arrière-plan. Donc, si l'application, on veut qu'elle tourne en arrière-plan et qu'elle soit rafraîchie en arrière-plan, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, le processeur de votre téléphone alloue une de ces petites parties pour l'application. Alors vous imaginez bien, c'est que si vous avez 40 applications qui tournent et que vous chargez votre 41e application, l'allocation va être moindre que si vous lanciez vous aviez qu'une seule application sur votre téléphone. D'accord? Donc maintenant qu'on sait tout ça, on peut rentrer un peu dans les métriques une à une. Première métrique, comme je l'ai dit, c'était le LCP, Largest Contentful Paint. Alors qu'est-ce que ça représente, ce LCP? Ça représente le temps que va mettre le browser pour vous afficher votre plus grosse image ou le plus gros bloc de texte. Bon, généralement, c'est l'image. D'accord? Parce que du texte, c'est assez light. Si votre métrique, elle est comprise entre 0 et 2,5 secondes, votre score est correct, vous respectez les Core Web Vitals. Entre 2,5 et 4 secondes, là, votre application va nécessiter quelques améliorations en termes de performance, mais au-dessus de 4 secondes, là, il va falloir revoir potentiellement toute votre archi de votre page, plus peut-être côté serveur. Donc je ne vous conseille pas d'être au-dessus de 4 secondes, parce que là, ça commence à sentir pas bon. Donc comment est-ce qu'on... Donc le LCP, comme je vous ai dit, c'est le temps que va mettre le browser avant de vous afficher la plus grosse image ou le plus gros bloc de texte. Ok? Donc en fait, là où il faut commencer à chercher si on a un souci, c'est dans votre index.html, simplement. Parce que généralement, on fait des applications de client-side rendering, et il charge juste un fichier HTML et un fichier JavaScript, et après, toute l'application est construite dans le browser. Ok? Donc ce qu'on va regarder, c'est déjà qu'est-ce que le document a besoin, comment il en a besoin, et quelle est la taille de ses parties externes, genre les images, les scripts, le feuille de style. Et une fois qu'on va voir ça, on va essayer d'identifier nos ressources LCP. Donc les ressources LCP, comme je vous l'ai dit, c'est généralement les images, la fonte, les choses comme ça. Donc on va regarder comment elles sont loadées. Et
aussi, est-ce qu'elles sont nécessaires au chargement de l'application? Petite question, qui utilise Bootstrap ici? D'accord? Généralement, quand on utilise Bootstrap, on met un fichier CSS, on l'importe en entier. On essaye, avant c'est ce qu'on faisait, on ne le splittait pas. Ça peut potentiellement, on évite de le faire. Qui utilise Angular ici? Beaucoup plus de monde. Qui utilise Angular Material? Beaucoup plus de monde. Vous avez vu comment vous chargez votre fichier CSS? Vous l'importez en entier. Il n'y a pas moyen de le splitter pour le moment. Ça va arriver, mais il n'y a pas moyen. Donc du coup, vous avez tout le CSS, des tables, des boutons, des choses que vous n'allez même pas vous utiliser au chargement de votre première page. D'accord? Voilà, typiquement ça peut poser problème. Donc sur ce graphe, qui est très beau d'ailleurs, je trouve, on a différentes couleurs, du bleu, du violet, du vert et du jaune. Donc le bleu, en fait, c'est le document initial. Le violet, c'est les feuilles de style. Le vert, c'est les images qui correspondent à vos ressources LCCP. Et le jaune, c'est le script. Donc comment ça va fonctionner le browser? Le browser va demander à votre serveur, d'accord, de lui rendre, enfin en fait de lui renvoyer l'index HTML. Ok, très bien, il le reçoit. Dans cet index HTML, il y a des feuilles de style. Donc le browser, ce qu'il fait, c'est que il prend toutes les feuilles de style et il les télécharge. Et voilà. Dans ces feuilles de style-là, il y a des images. Donc qu'est-ce que va faire le browser? Il va charger les images, qui sont des LCP ressources, et en parallèle, il va charger le JavaScript, l'exécuter, le parser, et à la fin, il vous affiche votre image ou votre bloc de test, et ça vous fait votre LCP score. Ok? Donc il y a quand même un petit laps de temps, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc quand on voit ça, on se dit, franchement, optimiser, par où est-ce que je commence? Donc quand on a ça, on va essayer, quand on a un problème complexe, on essaye de splitter ce problème en des problèmes moins complexes. Premier problème, c'est le time to first byte. C'est le temps que va mettre le browser pour récupérer le premier byte de votre fichier initial, ici l'index.html. Ok? Généralement, sur une échelle de temps, ça représente 40%. Ensuite, vous avez le resource load delay. Ça, c'est le temps que va mettre le browser pour charger tout le fichier initial, plus les feuilles de style, environ 10%. Pourquoi? Parce que c'est que du texte ici. Ensuite, on a le resource load time. Ça, c'est le temps que va mettre le browser pour charger vos images et les ressources LCP. Et enfin, vous avez l'element render delay, qui est le temps de rendu, okay, qui est le temps que va mettre le browser pour charger tous les JavaScript et faire, en gros, builder votre application côté front et vous l'afficher. Ok? Donc sur une échelle, ça représente 40, 10, 10 et 40. Mais ça, les scores que je vous ai donnés, ils sont purement théoriques. Ça peut être très bien changé en fonction de vos besoins. Peut-être que vous allez pouvoir faire 50, 5, 5 et 60, je crois. C'est bon, je crois que c'est ça. Non, 40, merci. Et 40. Ça, c'est possible. Donc ça dépend. Ça dépend de vos besoins. Donc si on reprend notre graphisme et qu'on essaye d'appliquer nos différents problèmes, donc on voit que la partie bleu clair, c'est le time to first byte, c'est le temps que va mettre le browser pour récupérer le premier byte de votre HTML. Ensuite, le resource load delay, c'est le temps que va mettre le browser pour charger tout le texte, quoi. Le resource load time, c'est le temps que va mettre le browser pour télécharger votre image. Et puis ensuite, comme je vous dis, il paralysait ça avec le JavaScript. Le element render delay, c'est quand tout le JavaScript a été exécuté, parsé, et qu'il affiche votre image. D'accord? Comment est-ce qu'on fait pour améliorer tous ces problèmes? Voici les petits tips. Premièrement, on va essayer de préloader les ressources comme les style sheets. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire ce genre de choses? C'est très simple. Dans votre HTML, link, généralement vous mettez real style sheet. Bah non, vous avez pu faire ça. Vous allez mettre simplement link real preload as style sheet. Vous êtes en train de dire, cette ressource-là, tu vas me la preloader, et tu me la preloades comment? Bah, comme une feuille de style. Ok? Ce sont que des attributs HTML. Ensuite, ce qu'on a remarqué également, c'est les scripts, potentiellement les scripts JavaScript. Vous n'avez pas forcément besoin de les avoir tous au démarrage. Vous pouvez très bien les isoler, ou même dire, bah, les différer. Ça, c'est possible également. Donc ça, c'est des attributs qu'il faut mettre sur vos scripts, differ ou async. Vous pouvez même mettre les deux. Ça, je ne vous le conseille pas, mais vous pouvez mettre les deux. Vous avez également la possibilité depuis Chrome 103 de donner des priorités sur vos ressources. Par exemple, une image, vous pouvez très bien dire fetch priority high. D'accord? C'est un attribut fetch priority et puis vous dites high pour dire c'est vraiment très important.
Les personnes ici qui font de l'Angular, je sais pas si vous avez vu, vous avez potentiellement une petite optimisation, une directive qui s'appelle NG Optimized Image. Vous la connaissez? Et bien, si vous pouvez l'utiliser, des fois dans la console, il vous dira attention, cette image-là, je ne sais pas comment la loader puisque c'est dans un composant. Il vous dire comment est-ce que tu veux que la télécharge si vous mettez et vous donnez une priorité. Priority high. Voilà, c'est la même chose. Et enfin, évitez de charger tout le code de votre application d'un coup. Hein. Il vaut mieux les loader et donc splitter en fait son contenu. Donc si vous utilisez Bootstrap, si dans votre main page vous avez juste le bouton de Bootstrap, bah, juste charger le style de Bootstrap. Surtout que maintenant c'est possible puisque il a déjà fait le boulot pour vous. C'est des petits fichiers qu'il a dans sa librairie. Donc il a déjà fait le boulot. Si on fait ça, on a tout décalé nos problèmes, on les a quasiment presque tous paralysés, ce qui fait que maintenant le browser, quand il va directement détecter une feuille de style en dépendance, et ben, il va directement la préloader. Il ne va pas attendre de charger tout l'HTML, il va dire « Ah, il a besoin d'une feuille de style. Hop, je la télécharge. » Pareil pour les images. Ça va? Et puis forcément, ben, le JavaScript, ça c'est un peu plus compliqué pour le modifier, puisque là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment propre au JS. Mais en tout cas, ça se lancera à la paralysation comme pour les LCP. Ça va pour tout le monde? Ouais. Donc comment est-ce qu'on fait pour débugger ce genre de problème? Quels outils on utilise? Premier outil, c'est l'onglet performance de la console d'inspection. Qui l'a déjà utilisé ce panel console? Vous l'appréciez? Eh bien, vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup de bruit? Moi je trouve que c'est assez complexe des fois, hein. Avec tous les graphes comme ça, c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Alors Chrome, il y a un autre panel qui est encore en cours d'expérimentation, mais vous pouvez l'utiliser, qui s'appelle Performance Insight, qui lui va vraiment se focus plus particulièrement sur les métriques des Core Web Vitals. Et ce que j'ai vraiment apprécié sur ce panel, c'est qu'il va vous dire bah, les tâches qui sont longues, il va vous mesurer les performances en fonction des différentes iframes, et il vous donne même des liens vers la bonne doc pour vous dire comment résoudre votre problème. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si vous voulez savoir comment est-ce qu'on fait pour splitter correctement son contenu, vous pouvez aller dans le panel Coverage. Est-ce que quelqu'un l'a déjà utilisé, ce panel? Ouais. Alors voilà, sur ce panel-là, vous allez avoir ce genre d'image, du rouge et du bleu. Le rouge correspond au pourcentage de votre fichier qui n'est pas utilisé, et le bleu, ça correspond au pourcentage de fichiers que vous avez utilisé. Donc comme vous pouvez le voir sur cet écran, moi j'ai un fichier qui est celui-là, c'est mon main.js, d'accord, c'est une application Angular. Je suis pas très bon, hein, j'ai pas dû beaucoup splitter le contenu parce que j'ai 50%, 50%, donc j'ai dû me planter quelque part. Mais en gros, voilà, c'est à ça que ça sert. Donc maintenant, si on va plutôt vers la métrique CLS, Cumul Layout Shift, donc ça va vous mesurer l'instabilité de votre écran sur 500 millisecondes. Donc au-dessus de ça, en fait, il considère que normalement, au bout de 500 millisecondes, vous êtes ready, l'écran ne doit plus bouger. Donc entre 0 et 0,1, vous êtes bon. Entre 0,1 et 0,25, ça nécessite quelques améliorations, mais c'est pas grand-chose. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est peut-être juste du placement de fichiers ou peut-être qu'il y a des mesures à rajouter, mais ça va. Par contre, au-dessus de 0,25, là, c'est pas du tout bon. Et malheureusement, il va falloir repenser toute l'architecture de votre page. Comment... Et donc là, il faudra aller voir le UI et lui dire, bon, il faudrait peut-être penser à faire autrement. D'accord? Qu'est-ce qui va causer un problème de CLS? Les images. D'accord? Les images qui n'ont pas de size, les images qui ont une size incorrecte et les images qui n'ont pas un bon ratio. Donc généralement, vous savez, des fois, on peut avoir des big images et on leur met une high et une width très petite. Ça, le browser, il va pas apprécier parce que le ratio de l'image par rapport à son pixel, il est pas très bon. Le contenu injecté dynamiquement. Alors ça, c'est très dur à résoudre. Pourquoi? Parce que comme la majorité d'ici le font, Angular, React, Vue, qu'est-ce qu'on fait? On récupère les données du serveur, on est tous d'accord, imaginons d'une liste. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on l'a? Bon, on la set dans une variable et on fait un ng_for ou un v_for ou ce que vous voulez, ou un map pour React, d'accord? Et là, on affiche les données. Donc là, on a injecté du contenu dynamiquement. Donc comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème-là? Vous pouvez toujours aller vers du server-side rendering, pour le coup. Parce que là, votre page, elle est entièrement gérée côté HTML. Après, c'est que de la réhydratation. Et pareil, il ne faut pas non plus abuser du ngIf ou ngIf else, enfin ce genre de choses. Il faut le faire, mais des fois, il faut l'éviter. OK? Ensuite, le fait d'attendre la requête réseau avant d'update le DOM. Donc ça, c'est super simple à voir. C'est, imaginons, vous faites un call, ok, c'est ce qu'on disait, et vous attendez. Si votre requête, elle prend beaucoup de temps, bah forcément, à un moment, peut-être que le texte qu'il y aura en bas de votre liste, il va s'afficher avant, du coup, ça va popper. Enfin, ça va pas être très appréciable pour l'utilisateur. Tout ce qui est add, embed, iframe, truc de pub comme ça,
Pareil, ça peut causer un problème de CLS. Et on dirait pas comme ça, mais les fontes web, hein, entre deux fontes, si vous utilisez Roboto et que vous utilisez par exemple Mona Lisa, je sais pas, je dis ça comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'elles n'ont pas le même ratio, elles n'ont pas le même aspect, elles n'ont pas le même calibre, entre guillemets. Et ça peut poser également, si vous utilisez deux fontes différentes dans le même span ou dans la même page, on va dire, ça peut poser un problème de CLS. Ok. Donc je vous ai mis deux petites vidéos pour vous montrer comment une image peut causer un problème de CLS. Voilà, typiquement, voilà, les images, je les ai chargées via un serveur, je les ai injectées comme ça. Et puis, il y a aussi les iframes. Donc là, tout se passe bien, et d'un coup, poup, quelque chose pop, et tout votre contenu est décalé. Donc tout ça, ça va causer un problème de CLS. Donc comment est-ce qu'on fait pour améliorer ça? Déjà, on va jouer sur la taille des images. D'accord? On va leur donner une size grâce aux attributs height et width ou grâce à la propriété font size. Non, pardon, aspect ratio. Voilà, parce que maintenant vous avez une propriété CSS qui s'appelle aspect ratio et qui est vachement bien parce que vous donnez juste un aspect, enfin un ratio quoi, et puis lui il recalcule tout automatiquement. Ça, le browser il fait tout à votre place, c'est génial. Pour tout ce qui est add, embed, iframe qui sont statiques, ça c'est super simple. Vous prenez la mesure de votre iframe, vous la réservez avec un placeholder dans votre DOM, et puis du coup ça popera. Quand ça popera, ça s'affichera au moment là. Donc là ça va. Pour tout ce qui est iframe, qui malheureusement ont un contenu dynamique, la solution est très simple aussi. On évite de la mettre en haut, l'iframe, on la met à gauche ou à droite, ça résolvera votre souci. Et enfin, la size de votre font, vous pouvez l'ajuster maintenant avec Font Adjust. D'accord? Vous mettez juste en pixels en fait, et ça va automatiquement ajuster votre font par rapport à une autre. Voilà. Donc comment est-ce qu'on fait pour auditer un problème de CLS? L'outil par défaut, c'est Lighthouse. Ça va tout vous faire, ça vous fait le café également. Il va dire les performances, il va vous donner l'accessibilité si elle est correcte, si vous avez les bonnes pratiques, etc. Ça vous donne des liens vers la documentation, ça vous dit exactement où est votre problème, comment le résoudre. Et donc c'est vraiment bien. C'est l'outil par défaut. Partons sur la métrique qui est deprecated à partir de 2024, qui est le FID, c'est le First Input Daily. Donc qu'est-ce que c'est? Ça mesure le temps, d'accord, qui se passe au moment où l'utilisateur clique sur un bouton et où l'event handler de ce clic est exécuté. La première ligne est exécutée. Donc là, actuellement, vous avez tous de la chance. Peu importe ce que vous faites comme application, le FID il est au top. Ça, vous pouvez remercier Chrome, le moteur JS, la puissance de vos PC. C'est built-in. D'accord? C'est by design, ça va être parfait. Et c'est pour ça qu'elle a plus beaucoup de sens en fait. D'accord? Parce que celle-là, il n'y a plus besoin de l'optimiser puisqu'elle est optimisée par l'équipement en soi. Donc si la métrique est entre 0 et 100 millisecondes, c'est bon. Entre 100 et 300, ça nécessite quelques améliorations, mais ça c'est que du JavaScript entre guillemets. Et au-dessus de 300, il va falloir revoir tout votre JavaScript, ce qui est moins sympa. Donc qu'est-ce qui peut poser un problème de FID? Le fait que le main thread soit bloqué. Je pense que tout le monde le sait ici en JavaScript, il n'y a qu'un seul thread. D'accord? Et la magouille qu'on a trouvée pour éviter de déléguer, on a inventé l'event loop. D'accord? Et donc du coup, on se dit, je me la mets dans un micro-task, et puis je l'appelle, et puis ça va marcher. Enfin, c'est tout beau. Ça peut problème. Et un autre truc aussi, c'est le fait que vous avez du JavaScript qui n'est pas utilisé. Donc potentiellement, vous savez, quand vous codez, des fois, vous avez des imports, puis vous supprimez, et puis l'import n'est pas supprimé, lui, il est resté en haut. Ça, c'est du code mort. Mais malheureusement, ce code-là, il va quand même être interprété quand il est dans le browser. Donc, si vous voyez votre IDE vous le met en gris, vous pouvez le supprimer. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer le FID? Simplement, on va essayer de splitter le JavaScript. D'accord? Donc ça, on va éviter d'avoir des long tasks, ce qu'on appelle les long tasks. On va essayer de les loader aussi. Je pense maintenant, on peut les loader facilement. Angular, Vue, React, vous pouvez faire du lazy load rien qu'avec le routing. Maintenant, on est en ES module, donc par défaut, vous pouvez même lazy loader des fichiers JavaScript et des classes à la volée au runtime. Donc, vous pouvez tout faire ce que vous voulez. Ensuite, on va pouvoir essayer également d'optimiser les requêtes HTTP. Alors, quand je dis optimiser, c'est des fois, vous savez, vous avez un call numéro 1, vous avez un call numéro 2. Le call numéro 2 n'a pas besoin de la réponse du call numéro 1. Et pourtant, dans votre code, vous faites call numéro 1, j'attends. Call numéro 2, j'attends. Call numéro 3, j'attends. Ce qu'on peut faire, c'est paralyser. Donc là, il ne faut pas hésiter en JavaScript d'utiliser promise.all. D'accord? Là, ça va le paralyser. Pour ceux qui utilisent RxJS, c'est fork join. Et enfin,
faut pas avoir peur non plus d'utiliser des web workers. Donc des fois, normalement, côté front, on ne doit pas faire des tâches trop lourdes. Mais parfois, on le fait quand même. Quand on a des grosses données pour faire du filtre, on doit le faire. D'accord? Ça peut prendre du temps. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on va déléguer un web worker. Donc le web worker, il va prendre le relais, il va faire le traitement, et une fois qu'il a fait votre traitement, il va notifier le main thread qui lui va dire « Ah ok, maintenant je peux faire ça avec le traitement. » Ok. Dernière métrique qui, elle, prend tout son sens, qui est actuellement en pending. Donc vous pouvez déjà l'essayer, elle est déjà mise dans tous les outils de Google, d'accord? Elle est juste encore en pending. C'est l'INP. C'est Interactive to Next Paint. Donc qu'est-ce que c'est cette mesure? Elle va prendre le temps qui va se passer au moment où l'utilisateur clique sur le bouton et le temps où la prochaine frame a été rendue. Ce qui est totalement d'INP, du FID, pardon. Vous voyez la différence? Il y en a un, on attend juste que la première ligne de code de l'event handler soit exécutée, et l'autre, on attend vraiment qu'on ait les résultats au final. C'est là que ça prend tout son sens. Donc le FID, entre 0 et 200 millisecondes, il va être très bon. Entre 200 millisecondes et 500 millisecondes, ça va nécessiter quelques améliorations. Et notamment, il va falloir toucher au JavaScript. Généralement, ce que vous allez devoir faire, c'est travailler sur les longues tasks que vous avez. C'est parce que votre thread, il est un peu bloqué. Okay, et enfin, entre 500 millisecondes et au-dessus, on revoit tout le JavaScript. Alors, mes tips, je n'ai pas pu mettre parce que c'est encore en test, d'accord? Donc, je ne vais pas vous donner des trucs qui peuvent par la suite être mauvais. Mais typiquement, ce qu'on va faire pour casser les longues tâches, d'accord? On va essayer de déléguer à la micro task queue. C'est l'idée, d'accord? Si vous déléguez à la task queue, ça veut dire que votre thread, il est plus bloqué et il peut continuer. Ok? Donc typiquement, ce que vous pouvez faire, c'est faire des set timeout. Ça, c'est faisable. Ce que vous pouvez également faire, c'est faire des fonctions avec yield, de yielder vos promesses. En faisant comme ça, en JavaScript, bah forcément, vous déléguez encore à la microtask. Tout ça, ces petites améliorations vont vous aider à améliorer l'INP. Donc, je peux vous donner des exemples. Typiquement, en Angular, quand vous cliquez sur un bouton, imaginons, d'accord, et vous ajoutez un élément dans une liste. Ça va pour tout le monde? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, et c'est pas mal, hein, parce que tout le monde fait la même chose. On se dit, j'ajoute l'élément. Jusque-là, on est bon. On fait un call HTTP. Juste après qu'on a reçu la réponse comme quoi c'est OK, il a été inséré en DB, on refait un call au get, pour être sûr, pour rafraîchir la liste. Et on fait .subscribe. On est d'accord? Là, ça va demander un tout petit peu plus de logique. OK, dans le style où vous allez vous dire, OK, j'ai un tableau. Très bien. Quand j'ajoute mon élément dans mon tableau, je vais le faire manuellement en JavaScript pour que le rendu de l'utilisateur se fasse tout de suite. Et je vais wrapper mon flux RxJS dans un set timeout avec 0. Okay, et là, je vais faire mon call. La seule différence qu'il y a, et ça, c'est un petit trick à faire dans sa tête, c'est que là, vous allez devoir vraiment gérer correctement votre erreur. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer dans votre catch erreur, potentiellement, il va falloir se dire, OK, il y a eu un souci, il faut que j'enlève le dernier élément de ma liste et puis que j'affiche un petit message quand même. Sinon, l'utilisateur ne va pas comprendre. Et si vous faites ça, bah, vous allez voir que c'est très rapide. Autre point, pareil pour le yield, si vous avez des promesses, d'accord, bah, yieldez-les en fait. Déléguez-les et c'est pas la peine d'attendre le retour. Ok, essayez de moquer ou trouver une solution, mais c'est possible. Dernier tips, celui-là c'est un petit trick, il ne faudra pas dire que c'est moi qui l'ai dit. Hein. Si par exemple ça prend trop de temps, la next frame, c'est quoi? C'est quand il y a eu une modification dans votre visuel, afficher un loader, dès le démarrage. Et donc, du coup, bah, forcément, votre INP il sera bon à partir de là. Ça va pour tout le monde? Et bah, je vous remercie pour votre attention. J'ai terminé. Je place aux questions. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, à Nicolas Frizarin ou Twitter. N'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible. Je réponds à tout le monde. Je crois qu'il y a une personne dans la salle qui peut même la tester. Je fais même des calls si vous voulez. Donc il n'y a pas de souci. Et merci encore. Et petite question, est-ce que quelqu'un pourrait me dire la différence qu'il y a entre FID et INP? Si vous répondez, vous avez la pluche. Oui. Attends. Merci, parce que j'entendais pas. Le FID, tu as dit que c'était au niveau entre le temps entre le clic et la première ligne de code. Ouais. Alors que le INP, c'est jusqu'à la fin du rendu.
Ouais, c'est ça. Tu gagnes la pluche. Félicitations à toi. Merci à tous. Et voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions? C'est clair pour tout le monde? Je crois que tu as été incroyablement clair. C'est génial. Merci à tous et puis bonne fin de journée et bon week-end.